Espagne. Chers auditeurs, à présent, vous avez rendez-vous avec les chasseurs d'infos sur le continent dans Équipe d'Afrique. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Dans ce nouvel épisode, les éliminatoires de la CAN féminine 2026 de football, le second et dernier tour a lieu en octobre. Le Bénin qualifié Rivette Gansté revient sur la qualification des Amazones qui tombe d'ailleurs sur le Nigeria au second tour. Préparatif CAN U20 en Côte d'Ivoire et le pays hôte se met en ordre de bataille. Que se passe-t-il exactement, concrètement, réellement entre l'Espagne et le Sénégal au sujet de la pépite Hassan Diao? Boris Adakanou va éclairer notre lanterne. Tournoi rugby à 7 dans le monde arabe, la Tunisie et les Émirats arabes unis, les grands vainqueurs de la compétition. Équipe d'Afrique numéro 19, mise en onde, Pélagie Mekoum derrière la caméra. Espoir Simfele à la réalisation et là devant, je suis Romo Yeter avec les autres équipiers sur le continent. Équipe d'Afrique, c'est parti. Sur la radio qui mouille le maillot chaque mardi entre 11h et 12h, GMT. Équipe d'Afrique, on s'installe dans votre poste récepteur. Merci de nous héberger. Ceux qui nous suivent également sur notre chaîne YouTube, merci de votre fidélité et regardez cette émission jusqu'à la fin. Ça se précise pour les équipes qui vont disputer la CAN féminine 2026 de football. Encore un dernier tour prévu en octobre prochain. Aïcha Koulibaly. Le second tour des qualificatifs se déroule du 20 au 28 octobre 2025, marquant ainsi l'entrée en scène des grandes puissances du football féminin africain, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Ghana, la Zambie et la Côte d'Ivoire, champions régionaux et habitués à des grandes compétitions continentales, font leur entrée dans la compétition. Ce sont des équipes aguerries, prêtes à tout pour leur place à la phase finale du rendez-vous au féminin de la CAN au Maroc. Pour le prochain et dernier tour à la qualification, le Malawi se déplace en Angola. La République démocratique du Congo croise les crampons avec les Banyana de l'Afrique du Sud. La Tanzanie reçoit l'Éthiopie. Zambie affronte Namibie. Le Burkina Faso reçoit les éperviers dames du Togo. L'Algérie croise les crampons avec le Cameroun. L'Égypte joue contre le Ghana. La Gambie se déplace au Kenya. Le Bénin reçoit le Nigeria, le Cap-Vert et le Mali vont s'affronter et le Sénégal joue la Côte d'Ivoire. Pour rappel, ces matchs se jouent en aller-retour du 20 au 28 octobre 2025. Les différentes combinaisons des derniers matchs qualificatifs pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de foot féminin en 2026, détaillé par Aïcha Koulibaly. Retour sur la qualification des Amazones au second tour des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique chez les dames. Et c'est avec Rivette Gansé à Cotonou au Bénin. C'est une qualification que le public sportif béninois a accueilli à bras ouverts parce que vous savez quand même que le football féminin au Bénin n'est pas aussi développé que le football masculin. Certes, on a quelques joueuses béninoises qui évoluent en Europe. Je veux parler par exemple de Aude Bwedissi, je veux parler également de la capitaine Noélie Abamon, la nouvelle internationale béninoise également, Lucie Tengue, pour ne citer que celles-là qui ont également étoffé l'effectif béninois. Il faut dire, Roméo, qu'après le match aller, on voyait cette qualification se dessiner parce qu'on a quand même scruté de près le contenu du match, même s'il n'y avait pas eu beaucoup de buts au match aller, vu ce que les Amazones ont produit comme jeu, on se disait quand même que ça n'allait pas être compliqué au match retour, sauf surprise, ça a été le cas. Félicitations aux Amazones du Bénin qui vont rencontrer le Nigeria pour le prochain tour. On sait que le Nigeria est une référence en matière de football féminin sur le continent africain. Le Nigeria détient plusieurs titres de Coupe d'Afrique des Nations. On va écouter quelques supporters béninois qui, juste après cette qualification des Amazones du Bénin, n'ont pas manqué de dire leurs impressions. La qualification des Amazones du côté de Sierra Leone face aux Sierra Queens n'est rien
rien d'autre que la confirmation de ce qu'elles ont montré à l'aller. On a vu quand même une équipe béninoise très déterminée qui pouvait plier déjà ce premier tour des éliminatoires lors de la phase aller en battant pas un score un peu élevé. Malheureusement, nos attaquantes n'étaient pas aussi réalistes sur certaines actions. Elles ont simplement confirmé du côté de Libéria en étant décisives et ça nous a permis de passer ce premier tour. Ce n'est rien d'autre que la confirmation de la bonne forme actuelle de l'équipe. C'est un grand match joué par les Amazones, je dirais, parce que vu leur premier match, c'était pas pour être qualifié, mais avec la touche de coach Ozero Aboulaye, les Amazones ont pu sortir leur épingle du jeu. Et comme je vous le disais, les Amazones vont rencontrer le Nigeria pour le second tour. Certes, ce sera compliqué d'espérer une qualification, mais il faudra quand même essayer. Je pense que pour cette rencontre, c'est vrai que quand on prend les deux équipes en face, le Nigeria est favori, mais on va quand même pas d'ici rester ici et dire que c'est déjà au deuxième tour on va s'arrêter. Je pense que nous allons plus inculquer aux filles qu'elles peuvent bel et bien réussir cette deuxième mission, celle d'aller titiller l'ogre nigérien tout en cherchant à passer ce premier tour. Donc je pense que les Béninoises peuvent bel et bien créer la surprise et c'est surtout à cela nous allons peut-être résumer le deuxième tour. Elles sont capables de créer la surprise. Il faut maintenant les mettre dans les conditions pour qu'elles puissent bien préparer cette rencontre. Et sur le terrain, tout va se jouer puisque la balle étant ronde pour tout le monde. C'est très très compliqué pour les Amazones ce contre mais je dirais qu'elles vont jouer quand même parce que c'est le terrain qui commande. Et on ne va pas manquer de rajouter que le sélectionneur Ozero Aboulaye, en fait, il est le sélectionneur de l'équipe nationale U20. Donc le sélectionneur titulaire, je veux parler de Symphorien Théou, est actuellement malade, il est souffrant. Du coup, Ozero Aboulaye a pris les rênes de l'équipe nationale féminine pour le compte de cette compétition. Je pense que il a bien fait son boulot. Il était intérimaire pour cette double confrontation contre la Sierra Leone. Ça a été un travail satisfaisant. Donc, il est également important de rappeler que il a su mettre les bouchées doubles pour permettre à cette équipe nationale de se qualifier pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était Rivel Gansset depuis Cotonou pour Sport FR. Équipe d'Afrique, esprit du sport. On se branche, on n'arrête jamais avec... Si vous tombez sur nous, merci de rejoindre l'équipe d'Afrique sur la radio qui mouille le maillot. C'est chaque mardi entre 11h et 12h GMT. On va ouvrir maintenant un nouveau chapitre pour parler de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire. La 6e journée disputée, le stade d'Abidjan qui fait la course seul en tête du peloton. Toutes les infos concernant cette 26e journée avec notre point focal à Abidjan, Chris Noubouzan. Bonjour. Bonjour. Alors, ravi de t'avoir encore aujourd'hui, Chris. Ouais, le plaisir est partagé, Roméo. Alors, on s'intéresse à la 26e journée de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Les stadistes ne veulent rien lâcher. Alors, pas du tout, parce que là, ils sont en train de prouver, ils envoient un message clair à tous leurs poursuivants, direct, que voilà, cette saison, ça pourrait être la saison du stade. Et pour l'instant, ça marche bien. Mais ça marche bien parce que encore pour le compte de la 21e journée, les Yéyés, comme on les surnomme, ont dynamité sur l'FC d'Abobo 4-1. C'était hier au stade Robert Champoux de Marcory. Ça leur permet en tout cas de totaliser 45 points, voilà, suivi par la FAD 38 points, soit donc 7 longueurs. Ils sont à 7 longueurs donc de leur poursuivant direct. La FAD qui n'arrive plus, la FAD qui a été accrochée hier par Oza d'Abobo, le produit Oza, un partout, et donc ça n'aide pas vraiment l'équipe de Kofi Firmin qui est deuxième avec 38 points. La SEC Mimosa, grâce à sa victoire 1-0 face au poursuivant direct, le Mouna FC, la SEC reste sur le podium avec 36 points. Les autres résultats, le FC San Pedro renoue
avec la victoire, avec l'arrivée de son nouvel entraîneur, Hassan Belil, face au Stella Club d'Adjamé. 2-0, mettant ainsi fin à 5 défaites dans ce championnat. Le Racing Club, oui, le Racing Club d'Abidjan, et vous vous souvenez, il y a quelques semaines, le Racing était bon dernier de ce championnat. Eh bien, le Racing a été s'est complètement métamorphosé et a enregistré une 5e victoire en 6 matchs dans cette deuxième partie de saison. Et ce nouveau succès a été enregistré face à l'AS Denguélé, 2-1. Bouaké FC et le CO Korogo ont partagé la poire en deux, 0-0. Le Lys Sassandra est également en difficulté. Ils sont encore tombés 1-0 face à Iska, une défaite qui place désormais le Lys Sassandra à la 14e place. En tout cas, la pression est très forte sur cette équipe du Lys. Et puis, voilà, il va falloir se réveiller tout simplement. Dans le Racing, avec cette victoire, est classé 12e avec 25 points, soit à cette longueur du premier relégable aux Adabobo, 15e. Et le bon dernier de la classe désormais, c'est l'AS Denguélé qui totalise 17 points. La 22e journée... Oui, Romero. Oui, allez-y. Oui, la 22e journée démarre ce vendredi avec 2 affiches. Afad Plateau face à Bouaké FC au stade Robert Champoux à 15h30. Et puis à 18h sur les mêmes installations, le Stella Club d'Adjamé sera face à Oza. Samedi 8 mars, au complexe sportif de Benjerville, Iska San Pedro, au stade Charles Konabani de Yamoussoukro à 15h30. Soit Racing Club d'Abidjan, au stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo, toujours à 15h30. CO Korogo sera face à Sol FC à Bobo. Et puis dimanche 9 mars, cette 22e journée va prendre fin avec l'AS Denguélé, les affiches AS Denguélé, AS Denguélé, stade d'Abidjan, au stade Charles Konabani de Yamoussoukro à 15h30. Toujours à 15h30 cette fois-ci au stade olympique Alassane Ouattara, Mouna FC, Lys Sassandra. Et puis à 18h, ASEC Mimosa, Zoma FC. Toujours en Côte d'Ivoire, entre avril et mai, aura lieu justement la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Et les Éléphantos se préparent justement pour cette compétition. 2 matchs amicaux joués contre le Nigeria. Exactement. Eh bien, l'équipe du technicien français Younes Zerdouk a livré une double confrontation face au Nigeria. D'abord, le mercredi dernier, les Nigérians s'étaient imposés aux Éléphantos sur le score de 2-0. Ensuite, ce vendredi, il y a eu le match retour au stade Félix Houphouët-Boigny. Victoire 2-0 également des Ivoiriens grâce à des réalisations signées Yaya Kader tapé à la 17e minute, Isaac Ismaël Sissi à la 53e minute. Au-delà de la revanche prise par les Éléphantos, Younes Zerdouk a clairement affiché ses objectifs, à savoir l'évaluation de l'effectif, la mise en place d'une identité de jeu claire, la cohésion du groupe et puis la préparation physique et mentale pour que les joueurs puissent être prêts à 100%, avoir une équipe compétitive, des joueurs qui seront au mieux de leur forme pour faire un parcours honorable à cette CAN U20 qui se jouera, on le rappelle, ici même en Côte d'Ivoire, sur le sol ivoirien du 26 au 25 mai, comme vous l'avez souligné. Alors, vous savez que la Côte d'Ivoire n'a jamais remporté ce tournoi de la catégorie. C'est une première pour la Côte d'Ivoire justement de pouvoir défendre l'honneur des seniors qui ont remporté, rappelez-vous, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et juste là, le sélectionneur se met en condition pour pouvoir le faire. Mais il faut jouer contre des adversaires comme la République démocratique du Congo, le Ghana, la Tanzanie. Est-ce que les Éléphantos aujourd'hui ont les armes nécessaires pour pouvoir rivaliser contre ces adversaires qui ne sont pas justement inconnus du continent? Ah non, pas du tout. Ce sont de grosses équipes des pays de foot. Il faut clairement le souligner. Les Éléphantos n'ont pas vraiment les armes. Ils ne sont pas au même niveau que leurs homologues de la République démocratique du Congo ou encore du Ghana. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'était pas qualifiée lors des éliminatoires. Ouais. C'est parce que la Côte d'Ivoire a été désignée au dernier moment pour organiser cette compétition que le pays hôte est d'office
puisse qualifier, ce qui donne donc la possibilité aux éléphantaux de disputer cette compétition. Et du coup, ça donne une nouvelle chance aux éléphantaux, mais comme vous l'avez souligné, les joueurs, c'est pas vraiment le haut niveau, mais ils essayent avec le nouvel entraîneur Younes Zerdouk, il essaie de composer une équipe compétitive, une équipe qui sera capable, en tout cas, comme vous l'avez dit, de faire un parcours honorable, de faire mieux que dans les précédentes éditions auxquelles le pays a pris part. Ça ne sera pas du tout facile, mais comme c'est à domicile, on ne sait jamais. Il y a cette magie, la magie ivoirienne au pays organisateur, la magie ivoirienne, et ça continue. Ça pourrait peut-être encore aider, pourquoi pas, ces jeunes gens à aller le plus loin possible, en tout cas, ne serait-ce que atteindre le dernier carré. Merci d'être passé, Chris Noubouzan. À très bientôt. À bientôt, Romero. Chers auditeurs, vous restez avec nous sur la radio qui mouille le maillot, 91.9, www.sportfmtg.com. On fera une escale au Niger tout à l'heure chez Martin Radio pour parler des sélections A et A' du Niger dans leurs différentes compétitions. Et donc, restez avec nous si vous êtes fan du MENA, vous êtes supporter de l'équipe nationale du Niger. C'est le moment d'avoir les informations de votre sélection sur la radio qui mouille le maillot dans Équipe d'Afrique numéro 19. Cette émission suivra en live sur www.sportfmtg.com. Martin, bonjour. Bonjour Roméo, bonjour à tous les auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Les menants A et A' font la une de l'actu aujourd'hui. Effectivement, Niamey se porte très bien. Le temps que je m'installe, je suis en train de faire mon mouvement vers le studio. Voilà. C'est ça, j'adore le direct. Bon, ouais, c'est plus vivant. Allez, on est bien installé maintenant. Effectivement. Ok, on veut avoir les nouvelles des sélections du Niger A et A'. Sélection de football, bien sûr. Effectivement, il y a quand même du mouvement, vous le savez. Le mois de Ramadan offre quand même une pause sabbatique à tous les championnats, que ce soit le championnat de première division, de deuxième division et les autres régionaux. Donc, ça permet aux sélectionneurs, surtout aux sélectionneurs de l'équipe A', l'équipe, la version CHAN, de pouvoir déjà se préparer. Vous savez, le Niger est qualifié pour les prochains championnat d'Afrique des Nations. C'est ça. Et ce mois va certainement servir aux sélectionneurs pour regrouper d'abord les joueurs. Et c'est dans cette optique qu'un match amical était prévu pour le 3 mars passé, puisque le match n'a finalement pas eu lieu. Et ce match devait se jouer contre le Sultanat d'Oman. Et quelle est la raison? Voilà, la raison évoquée par la fédération, c'est d'abord les difficultés liées aux formalités administratives. Et ensuite, il y a eu aussi, entre-temps, des problèmes de connectivité aérienne pour rejoindre le Sultanat d'Oman. Et c'est vrai que le match n'a pas été annulé, il est juste reporté à une date ultérieure qui sera déterminée entre les deux sélections qui se parlent, les deux fédérations qui sont en train de voir la possibilité, bien sûr, de refixer ce match-là à une date qui ne sera pas très lointaine pour permettre aussi au MENA qui se prépare, qui entre déjà dans une autre phase de son regroupement, de pouvoir tester aux joueurs sur qui le Niger peut compter au prochain championnat d'Afrique des Nations. Le Niger placé dans le groupe de l'Ouganda, de la Guinée en attendant les autres qui vont se qualifier. On sait que sur le plan africain, dans des championnats comme le CHAN, le Niger fait un parcours honorable. L'objectif pour cette nouvelle campagne, c'est d'aller remporter le trophée. Et oui, l'objectif aujourd'hui pour le Niger, sans se cacher, parce que ce n'est plus possible, après avoir fait une demi-finale récemment en Algérie, le Niger ne se voit plus comme un petit poussé, le Niger ne voit plus ses ambitions à la baisse. Il va falloir au minimum disputer une finale et pourquoi pas la remporter. Et pour ce faire, il va falloir mieux se préparer
puisque à chaque année, la compétition monte crescendo et ça, aujourd'hui, ça a une certaine autorité qui fait que il vaut mieux préparer pour aller affronter parce que aujourd'hui, il y a plus d'intérêt à jouer les CHAN au niveau des sélections qu'auparavant. Alors, quelles sont les nouvelles de la sélection senior? Oui, du côté de la sélection senior, le regroupement va débuter en fin de semaine. C'est prévu pour déjà commencer le 7 de ce mois, dans quelques jours. Et Bambou Zaki, le sélectionneur de la sélection A, est déjà sur le territoire et va déjà commencer le travail avec les joueurs évoluant au plan local, étant donné que le match qui devait faire voyager l'équipe CHAN n'a pas eu lieu, à quelque chose malheur est bon pour lui puisqu'il a des éléments qui figurent parmi cette sélection A'. Donc il va commencer le mouvement le 7 ici même au centre technique national de la Fédération nigérienne de football en attendant de se faire rejoindre par l'essentiel de l'effectif qui joue sur le continent et un peu partout dispersé en Asie et quelques-uns en Europe. Et un programme a été déjà publié par la Fédération nigérienne de football qui va aux séances d'entraînement, à la conférence de presse et au départ sur le Maroc où le MENA jouera contre les Lions de l'Atlas le 21 mars à Oujda à 21h30 précise, heure locale bien sûr. Et en attendant, ici on croise les doigts parce que le MENA dans cette poule E est deuxième derrière le Maroc ultra favori avec 9 points. Ouais. Le MENA est deuxième avec 6 points, à égalité avec la Tanzanie aussi qui a 6 points. Mais là, c'est pas un gros objectif, mais si ça vient, on ne va pas bouder ce plaisir d'être qualifié à la Coupe du Monde. On reviendra forcément sur ces éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde et ça va permettre justement à cette équipe du Niger de préparer les joueurs pour le prochain CHAN parce qu'on sait que la majorité des joueurs qui évoluent au niveau de la sélection A jouent également en sélection A'. Merci beaucoup Martin. C'est à moi de vous remercier. Excellente suite d'émission à tous nos confrères qui sont en ce moment en train de mouiller le maillot pour faire plaisir à nos auditeurs. Ah oui, merci beaucoup Martin du Niger. On fera un petit crochet au Sénégal tout à l'heure avec Boris Diakanou. Là, il sera question de parler de Aliou Cissé, de la sélection sénégalaise qui se prépare pour un match amical contre l'Angleterre ou encore d'une pépite de 19 ans du nom de Hassan Diao en Série A italienne. Bonjour Boris Diakanou. Bonjour Victor, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Merci d'être parmi l'équipe de ce mardi. Ouais, je suis aussi très, très ravi d'être en direct et chaque fois, c'est un plaisir. Ton poste de prédilection, attaquant, milieu de terrain ou défenseur? Ah bah, je suis latéral gauche. Ah oui, j'imagine un peu. Hein. J'aime donner des coups de pied à la Ferland Mendy. Un tacleur. Alors, Aliou Cissé, sélectionneur de la Libye, ce qui fait parler au Sénégal, qu'est-ce qui se raconte au juste concernant le technicien sénégalais Aliou Cissé? Ah ben, Aliou Cissé, après avoir été remercié l'année dernière, en fin d'année dernière, par le Sénégal, a trouvé voilà, une nouvelle sélection et il va diriger la Libye, cette sélection-là, qui fait couler donc sur le continent africain depuis quelques mois déjà en raison voilà, de leur traitement vis-à-vis d'autres sélections. La dernière fois, c'était le Nigeria qui a crié au scandale après avoir été mal accueilli par les Libyens. Bénin aussi. Donc aujourd'hui, c'est voilà, le Bénin également. Ouais. Et donc Aliou Cissé voilà, a trouvé un nouveau poste, un nouveau job. Donc il a signé un contrat de 2 ans avec un an en option. Et donc il percevra un gros salaire de 76 000 euros, hein, ce qui fait environ 49 852 000 francs CFA par mois. Et donc, beaucoup se disent, en tout cas ici au Sénégal, c'est un gros débat, mais il y a certains qui disent qu'il
il a choisi l'argent Au en détriment du sport. acceptant ce défi. En acceptant ce défi très dangereux parce que voilà, on sait que la Libye est réputée, en tout cas il y a cette tendance-là, que c'est un pays entre guillemets et raciste qui ne se considère pas comme étant un pays Africain, du continent. Du ouais. coup, voilà, donc il y a beaucoup qui se disent avec son fameux 3-5-2 qui n'a pas vraiment aidé le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations 2024, il suffit d'une seule défaite à la tête de la sélection libyenne et puis voilà, ça va partir en Hongrie. Et d'autres se disent non, il a tout simplement été respecté en recevant ce salaire de 76 000 euros, puisque quand il était à la tête des Lions de la Teranga, il percevait environ 46 000 euros, c'est 30 millions de par mois, donc c'est une augmentation significative et donc beaucoup se disent que non, il a été respecté, d'autres disent non, d'autres ne sont pas d'accord en disant quand le chef de l'État, quand il gagne 6 fois plus que le chef de l'État sénégalais, il a été respecté, donc voilà, notons que le salaire ici pour le président sénégalais, l'actuel, Diomaye Faye, est à 4 800 000 donc, par mois, et donc beaucoup se disent si Aliou Cissé à 30 millions, les gens disent qu'il n'a pas été respecté, et que comme le sélectionneur qui a vraiment donné la joie à la population, le sélectionneur qui a conduit le pays sur le toit de l'Afrique, et ce n'est pas tout simplement bien dit. Donc aujourd'hui, c'est un grand débat et dans les médias, un peu partout. Ça déchire. Il y en a qui attendent tout simplement de voir ce que ça va donner, ce que les débuts d'Aliou Cissé donneront à la tête de la sélection libyenne. Je ne sais pas, je ne vois pas qui n'accepterait pas un meilleur salaire, qui accepterait de rester au chômage, alors que voilà, ce qu'il sait faire n'est que le football. Alors, cette enveloppe, elle est justifiée parce que Aliou Cissé aura d'autres tâches. Il y a les catégories aussi. On lui confie le poste de directeur technique national. Effectivement, aujourd'hui, il faut noter que si la Libye a décidé de sortir le chéquier, c'est parce qu'ils font confiance à Aliou Cissé, qui reste, quoi qu'on dise, une légende du continent. Et donc, il faut tout simplement, quand on a une légende qui accepte ce défi, il faut que ce dernier ou bien cette légende-là vienne donner tout ce qu'il y a pour le football libyen. Donc aujourd'hui, Aliou Cissé va jouer beaucoup d'autres rôles. Beaucoup ne le savent pas. Au Sénégal, il n'était que sélectionneur. Il a beaucoup de tâches. Il aura beaucoup à faire parce que la Libye veut tout simplement revenir en force au devant de la scène. Du coup, on ne trouve pas, pour nous qui sommes en tout cas sélectionneurs, qui sommes dans le domaine, on comprend tout simplement. On ne trouve pas scandaleux, on ne voit pas en quoi 50 millions de francs CFA par mois sera un salaire scandaleux, sachant que Vladimir Petkovic, le Suisse qui dirige la sélection algérienne, gagne 150 millions et 150 000 euros, beaucoup plus, disons 2 fois plus qu'Aliou Cissé. On se dit, si les sélectionneurs étrangers viennent sur le continent pour ramasser autant de fric, pourquoi pas les Africains également. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qu'il faut pour nos fédérations, les sélectionneurs, mettre les entraîneurs locaux dans des meilleures conditions, leur donner de gros salaires comme ils le font avec les expatriés. Et quand le résultat ne vient pas, on comprendrait, mais quand on donne des miettes aux sélectionneurs africains et voilà, locaux, et quand les expatriés viennent, ils ne font absolument rien d'extraordinaire, mais se retrouvent avec des salaires monstrueux, trop blancs. Voilà, il faut que ça s'arrête. En tout cas, on espère. En tout cas, les donnes changent désormais. Les 2 dernières CAN remportées par des techniciens africains, donc ça veut dire beaucoup de choses. Avant d'évoquer la sélection nationale, les Lions du Sénégal, Boris, permettez qu'on s'attarde un peu sur cette pépite-là, Hassan Diao, du côté
de la Serie A en Italie, le Sénégal et l'Espagne se disputent justement les services de ce jeune joueur de 19 ans. Dis-nous ce qui se passe exactement. Où en est-on avec cette affaire? Allez, Hassan et Diao Diaoun est en train de faire, en tout cas, de se faire un joli nom en Série A italienne. Ce joueur-là, ce jeune Sénégalais de 19 ans, qui est né au Sénégal et qui, à l'âge de 3 ans, a migré en Espagne avec ses parents, est en train d'exploser les compteurs en 9 rencontres avec le club de Cesc Fabregas. Como, aujourd'hui, il est à 5 buts. Et vous voyez, pour un jeune talent ainsi, qui a d'ailleurs contribué à la victoire de son équipe contre Naples le 23 février dernier. On sait que Naples, c'est une très grande équipe en Série A italienne et il avait réalisé un très grand match. Et donc, les lumières sont jetées sur le jeune joueur qui, aujourd'hui, est en train d'être courtisé par la sélection sénégalaise et en même temps par la Roja espagnole. Aujourd'hui, c'est un grand duel puisque le joueur a déjà joué avec les U18, U19 et U20 de l'Espagne. Et lors de la prochaine trêve internationale, ce mois d'ailleurs, l'Espagne compte, en tout cas Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, compte appeler Hassan Diao. Dans ce temps, Pape également a dit non et Pape Thiaw a tout fait pour rencontrer le jeune joueur, a convaincu le jeune joueur de revenir défendre le pays de ses parents. Et le joueur, il a accepté et aujourd'hui on attend, Hassan Diao aura 2 convocation probablement en ce mois de mars avec les sélections sénégalaises et espagnoles. On attend de voir tout simplement quel sera le choix, mais la tendance est qu'il revienne, qu'il va finalement accepter porter le maillot des Lions de la Teranga. Et justement, les Lions du Sénégal ont un match où je ne sais pas si ça va être un aller-retour, mais je sais qu'ils jouent en amical contre l'Angleterre, un match amical de haut standing. Tout simplement un gros match qui aura lieu le 10 juin prochain à Nottingham Forest en Angleterre après la Coupe du Monde 2022 où le Sénégal a été laminé 3-0 par les Three Lions. Il est à la FSF qui a réussi à avoir l'accord avec la fédération anglaise pour un nouveau match amical entre ces 2 grandes nations, et c'est tout simplement dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui arrive très bientôt, et ce sera un très grand match du côté du côté des Anglais. C'est un match qui sera historique parce que ce sera la première fois depuis 84 ans que les Three Lions disputeront un match dans le mythique stade, le City Ground Park de Nottingham Forest d'une capacité de 30 000 places. Donc il y a beaucoup de médias anglais qui attendent impatiemment cette rencontre. Et pour nous qui sommes ici au Sénégal, on se dit tout simplement ce sera un gros duel parce que vous savez, le Sénégal aujourd'hui veut montrer au monde entier qu'il reste l'un des grands pays de football sur le continent africain. Et quand on vise tout simplement de jouer les premiers rôles lors de la prochaine Coupe du Monde qui viendra, le Sénégal veut aller au-delà des quarts de finale. Il faut tout simplement mettre les moyens qu'il faut au lieu de continuer par multiplier les matchs amicaux avec le Kenya entre guillemets ou le Sao Tomé Principe. Il faut tout simplement aller titiller les grosses nations, et c'est ce que la FSF est en train de mettre en place en ayant ou bien en réussissant à obtenir ce match amical avec en tout cas, l'Angleterre. Le Sénégal prouve une nouvelle fois qu'il fait tout pour se faire respecter sur le continent. On espère qu'on aura un match pareil également sur le continent. Pourquoi pas dans un stade au Sénégal, jouer contre la France, jouer contre l'Angleterre, l'Argentine et autres. Ça fait du bien, surtout aux supporters qui sont sur le continent, d'aller au stade regarder ce genre de match.
Je pense aujourd'hui qu'avec les nations comme la Côte d'Ivoire qui disposent de très grands stades, le Sénégal également, le Sénégal qui a également de très bons stades ici, ce sera l'autre prochain défi pour les fédérations africaines, tout faire pour envoyer par exemple la France, le Brésil, le Portugal sur le continent africain pour venir découvrir les merveilles. Ce n'est pas seulement nos sélections qui doivent aller de l'autre côté pour ces genres de rencontres-là. Merci beaucoup Boris Adaka. Nous, on vous souhaite un excellent moment à Dakar au Sénégal. Merci beaucoup Roméo, et je veux faire un coucou spécial à votre collaborateur là. J'apprécie particulièrement son nom, Espoir Simfédé. Je ne sais pas, mais ce nom me reste en tête de temps en temps. Je dis Simfédé. Je me demande, c'est le cadreur. Je dis c'est équipe d'Afrique. Donc voilà. Coucou spécial. Merci pour cette pensée à l'endroit de Espoir. Merci Boris Adaka. À très bientôt. Très bientôt. Alors, le continent nous appelle, le Cameroun. Guy et Tom se met en place pour parler du Ballon d'Or camerounais 2024. Robertson qui a officiellement signé avec la République centrafricaine, ou encore la FECAFOOT qui renonce désormais à l'idée de limoger Mac Brice, le sélectionneur des Lions indomptables. Guy et Tom qui sera en direct avec nous dans un court instant. Chers auditeurs, restez avec nous, ne quittez pas votre poste récepteur, gardez votre position d'écoute. Cette émission, c'est chaque mardi entre 11h et 12h. Guy et Tom, bonjour. Bonjour Roméo. Tout se passe bien sur le continent. Alors, pour aller vite, abordons le premier sujet. Il s'agit du Ballon d'Or camerounais 2024. La soirée a eu lieu. Oui, c'est une réussite. Oui, c'est une bonne réussite. La soirée a eu lieu le vendredi. Attention, réseau. Ouais. Allez-y. Oui, Guy? Allô? Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y, on vous reçoit, Guy. Voilà, comme je le disais, la Fédération camerounaise de football a mis les petits plats dans les grands et la cérémonie a été un franc succès avec tout le parterre, le gratin du football camerounais réuni dans le cadre d'une soirée et quelques autorités politiques qui ont fait l'aimable amitié au président de la FECAFOOT de ratifier la cérémonie de leur présence. Alors, on va parler des lauréats parce que ce sont les personnes les plus importantes de la soirée. Ce n'est pas une surprise, le Ballon d'Or camerounais cette année. Il s'agit de John Bosco Chindo. Alors, c'est un jeune footballeur camerounais de 25 ans qui évolue aujourd'hui au club Coton Sport de Garoua, l'un des clubs les plus populaires du Cameroun, mais qui la saison dernière évoluait avec le club de Young Sport Academy, en abrégé YOSA. Au terme d'une saison plutôt très réussie, il est allé du côté de l'Europe pour faire quelques tests, notamment avec le Rapid Vienne en Autriche. Malheureusement, les tests n'ont pas été concluants et il est revenu au Cameroun s'engager avec Coton Sport de Garoua. John Bosco Chindo, il faut le dire, a une très grande palette technique en plus d'être un leader, ce qui a d'ailleurs lui a valu d'être appelé en sélection nationale. Il a été convoqué par Marc Brice à 2 reprises déjà. Pour un joueur local, c'est un petit événement. Donc, c'est-à-dire que c'est un jeune homme très prometteur sur qui il faudra miser dans les années à venir. C'est vrai qu'il y a une petite polémique qui dit que depuis près de 2 ans, tous les ballons d'or camerounais finissent par se perdre dans la nature. Ça a été le cas avec... Oui, ça a été le cas avec Souaïbou Barou, joueur de Coton lui aussi qui a remporté l'édition de 2022. Il a fait un crochet en Afrique du Sud, oui, avec les Orlando Pirates, où il n'a jamais pu s'imposer. Et il a résilié son contrat, il est allé en Arabie Saoudite ou au Qatar. Et puis maintenant, bon, voilà, plus personne n'a de ces nouvelles, alors que c'était l'un des avançants les plus prometteurs du Cameroun. Et ça a été pareil avec le Ballon d'Or 2023, Ricardo Emmanuel Mahop, qui jouait lui à Cameroun de Yaoundé. Il avait terminé la saison meilleur buteur.
Et il était vraiment promoteur. Il avait lui aussi été convoqué en sélection nationale par Rigobert Song. Bon, après le canon, il s'est engagé avec Coton Sport de Garoua. Il a résilié son contrat unilatéralement à Coton et il est allé en Oman. Je crois qu'aujourd'hui, il évolue dans le championnat omanais et plus personne n'a véritablement de cette nouvelle. Donc, c'est un peu l'une des craintes de certains observateurs camerounais. Mais non, je pense que le cas de John Bosco Chindo sera très différent parce que voilà, lui, il est encore au Cameroun et il a une marge de manœuvre un peu plus large et il a une palette technique beaucoup plus différente des autres parce que les autres c'était des attaquants purs. Lui, il a la possibilité d'évoluer en numéro 10 au milieu de terrain sur les côtés et en attaque. Donc voilà. Oui, Guy, au-delà de la distinction, il faut aussi rappeler qu'il a eu une enveloppe de 5 millions de francs CFA. C'est exact? Oui. Il a eu une enveloppe de 5 millions. Alors le principal sponsor du championnat camerounais, la société de téléphonie mobile sud-africaine MTN, a mis 20 millions de francs CFA en jeu pour primer les lauréats. C'est ça. Et naturellement, il y a d'autres partenaires qui ont accompagné la fédération, notamment Chiof, notamment OneXNet. Et donc, le vainqueur a eu une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Vous dites peut-être que pour un ballon d'or, ce n'est pas grand-chose, mais je vous rassure qu'en contexte camerounais, 5 millions pour un joueur local, c'est une petite fortune. Exactement. Sachant que je vous l'ai dit la dernière fois, il y a encore des salaires de 50 000 dans notre championnat professionnel. Donc, quand un joueur réussit à avoir la bagatelle somme de 5 millions, ce n'est pas du tout négligeable. Alors, on sait qu'il y a eu d'autres catégories, mais bon, on va passer sous silence. Pour s'intéresser à l'équipe nationale, la FECAFOOT a finalement décidé de ne plus limoger Marc Brice. Les deux parties sont revenues à de meilleurs sentiments. Oui. C'est véritablement le feuilleton le plus passionnant des 12 derniers mois au Cameroun. Après sa nomination, Brice a fait beaucoup de vagues, surtout envers la FECAFOOT. Bon, mais je peux aussi le comprendre parce que dans les clauses de son contrat avec le MINSEP, il n'est mentionné nulle part que la FECAFOOT est son employeur et donc son patron. Donc du coup, il a adopté cette attitude de déviance vis-à-vis de la FECAFOOT et presque tout le monde l'a laissé faire. Alors, il y a une semaine par là, certains membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, à l'insu de Samuel Eto'o, vraisemblablement, se sont rendus auprès du ministère des Sports où ils ont déposé un document qui contenait ce qu'on a appelé les 18 fautes de Marc Brice. Ils ont énuméré une liste de méfaits que l'entraîneur belge aurait déjà commis depuis sa prise de fonction au Cameroun. Donc, et puis au terme de cet entretien, ils ont exigé du ministère des Sports que l'entraîneur soit limogé ou alors que, vu que quand le ministère recrute un entraîneur, il le met à disposition de la fédération, que le ministère reprenne son entraîneur mis à disposition et mette un autre entraîneur ou alors la FECAFOOT va se charger de nommer un autre entraîneur parce qu'ils ont un comité exécutif qui se réunit le 14 mars prochain. Donc c'était un peu ça qui a animé la toile et le monde footballistique camerounais toute la semaine. Mais bon voilà, Samuel Eto'o lors d'une sortie sur une radio de la place a dit que son COMEX a agi sans son accord et que lui, il n'est pas d'accord avec cette démarche. Donc, du coup, ce que lui prône, c'est l'apaisement entre les deux parties et que le plus important, ce sont les résultats. Voilà. Qu'on laisse Marc Brice travailler et que, l'avenir nous dira si on a eu raison de le laisser là en place. D'accord. Alors, Rigobert Song peut finalement être content parce que son contrat officiellement signé avec la République centrafricaine, c'est une bonne nouvelle pour l'ancien Lion indomptable. C'est une très bonne nouvelle pour l'ancien Lion indomptable que son contrat a été signé, mais il faut tout de même mettre des garde-fous à cette affaire, Roméo, parce que je crois que vous le savez, le président de la fédération n'est toujours pas venu à cette signature de contrat. Donc, Rigobert Song a signé ce contrat avec le ministre des Sports et jusqu'à présent, on ne connaît pas très bien la position de la Fédération centrafricaine de football qui, je crois, est toujours très, très, très dubitatif face à cette nomination-là. Alors, mais bon, je ne pense pas qu'on aura un Marc Brice Gate
en Centrafrique avec, avec notre compatriote Rigobert, on ne le souhaite pas. Donc voilà, vu que le ministère a entrepris sur lui de signer Rigobert Song, que je pense que la fédération centrafricaine peut mettre un peu de moulin dans son moulin et accepter de travailler avec Rigobert Song, qui peut-être n'est pas l'entraîneur le mieux indiqué, mais pour une sélection comme la Centrafrique, pour qui j'ai beaucoup de respect, je pense qu'il peut apporter un plus de par son expérience. En tant qu'il a été sélectionneur du Tchad, il a été sélectionneur des équipes jeunes camerounaises et de l'équipe nationale où il a fait un parcours pas ridicule au mondial 2022. Ouais. Ce n'est quand même toujours pas donné de terminer avec 4 points et de battre le Brésil. Donc ouais. Je pense que Rigobert Song, malgré tout ce qui a pu se dire au Cameroun sur ses compétences et sa capacité, il a le profil de l'emploi. D'accord, Guy, on suivra de près le dossier. Merci beaucoup et à très vite, Guy et Tom. Chers auditeurs, merci à toi, Roméo. Voilà, on va s'exporter en Afrique du Nord avec notre point focal au Caire, Bernard Ajavon, qui nous parle justement d'un tournoi de rugby dans le monde arabe et puis le championnat d'Afrique des Nations. L'équipe nationale locale égyptienne fait match nul, un but partout avec son homologue sud-africaine au match aller du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN à Free State Stadium. L'Égypte, qui menait la 66e minute grâce à Mohamed Anta, a vu son espoir basculer à la 80e minute avec l'égalisation du Sud-Afrique. Avec ce résultat, l'Égypte n'aura besoin que d'un match nul, 0 but partout pour rejoindre la deuxième phase de ces éliminatoires. Le rendez-vous est donc pris pour le 9 mars 2025. La 10e édition du championnat arabe de rugby à 7 s'est déroulée sur 2 jours au stade historique d'Alexandrie en Égypte avec la participation de 10 équipes arabes dont l'Égypte, le pays hôte, la Tunisie, le Maroc, la Libye, la Jordanie, l'Irak, le Liban, la Palestine, l'Arabie Saoudite et l'Émirat Arabes Unis. Du côté féminin, la Tunisie est sacrée championne, suivie de l'Égypte, 2e, et de l'Émirat Arabes Unis, 3e, tandis que dans la compétition masculine, c'est l'Émirat Arabes Unis qui est sacré champion devant le Maroc et l'Égypte. Les activités de clôture ont été marquées par la présence du gouverneur d'Alexandrie, le président de la Fédération égyptienne de rugby et d'autres figures importantes dans le monde arabe. Il faut noter que ces compétitions permettent aux pays participants de jauger leur niveau et d'être prêts pour les compétitions internationales. Ne soyons pas surpris ni étonnés de voir ces pays dans 2 ans dominer d'autres pays dans cette discipline. Bernard Ajavon du Caire pour l'équipe d'Afrique. On fera un sprint pour finir cette émission. Le Mali et le Burkina, les deux en même temps avec nous. Ban Ibrahima, bonjour. Bonjour, monsieur Roméo. De l'autre côté, à Ouaga, nous avons Stéphane Ouattara. Bonjour, Stéphane. Bonjour Roméo, bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. On repasse le micro à Ban Ibrahima. Il s'agit justement de parler du basketball, la Ligue 1. Après, on parlera des matchs en retard au niveau de la Ligue 1 de football, puisque nous sommes en période de carême. Les activités sont au ralenti, Ibrahima. Oui, monsieur Roméo, nous avons joué notre phase aller. C'était pour cette 13 journées. Rappelons que le championnat malien, c'est 14 équipes. Aller-retour, ça fait 26 journées. Après la 13e journée, le Stade Malien de Bamako, le Djoliba était engagé aux compétitions africaines. Leur dernier match en retard se joue ce soir en première heure au Stade Mamadou Konaté à 16h. L'US Djoliba sera face au Stade Malien de Bamako et les 11 créateurs de Nigeria avec le Djoliba à 18h. Rappelons que après 13 journées, le Djoliba AC occupe la première place avec 28 points avec un match en retard qui se joue aujourd'hui. Et l'Union sportive des forces armées de sécurité du Mali d'ISFAS occupe la deuxième place avec 24 points avec 13 matchs joués. Et le Stade Malien de Bamako est troisième avec 22 points. En cas de victoire du Stade Malien de Bamako, le Stade Malien de Bamako occupera la
deuxième place et Chipura la place à l'ISFAS, Monsieur Roméo. Alors, pour ce qui concerne le basketball, quelle est la nouvelle importante à retenir? Oui, c'est la 7e journée qui est programmée le 7 le 8 mars prochain. En dames, les matchs se joueront au stade Salamata Meiga. Concernant les dames, le 7, les SKS sera face à l'ISFAS et l'AS Police sera face au Joliba AC. Le 8 mars, l'AS Real sera face à CRBT, le stade Malien Bamako sera face à l'AS Commune 5 en norme. Et le 7, CMK sera face à l'ISFAS et l'AS Police accueille l'Atar Club de Kidal, l'AS Real, CRBT et le stade Malien Bamako sera face à Faso-Kano. Rappelons qu'en dame, le stade Malien Bamako a fait un parcours sans faute avec 6 matchs, 6 victoires. Et côté les hommes, c'est l'AS Police qui a fait 6 matchs, 6 victoires. Alors, avec votre permission, la semaine prochaine, le mardi, on parlera justement de ce stage de formation des Aigles du Mali, Ban Ibrahima. Il n'y a pas de problème, merci. Alors Stéphane Ouattara, chez vous au Burkina Faso, l'actualité principale c'est bien sûr la qualification des filles au deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2026 de football. Le Burkina qui tombe sur le Togo dans cette seconde phase. D'abord revenons sur les 2 matchs des filles qui ont permis justement au Burkina de se qualifier pour le second tour. Déjà, il faut noter que le match aller a été un peu timide parce que les dames ont gagné difficilement 1-0 sur un coup franc marqué par Madina Traoré en première période et le score est resté inchangé avec beaucoup de déchets techniques. Et lors du match retour, Pascal Savadogo, le coach des étalons dames, a travaillé sur toutes ces erreurs-là et les étalons ont beaucoup entamé le match avec assez de sérénité pour l'emporter au score final 4-1, cumul 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Et voilà, l'équipe féminine burkinabé va en découdre avec celle du Togo pour une place qualificative pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026 au Maroc. Déjà, ça a beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance que les étalons dames ont apporté cette rencontre-là et ce qui a fini par payer avec cette victoire large sur l'ensemble des 2 rencontres. On sait que le Burundi n'est pas aussi à un niveau supérieur du Burkina. Les scores en dit long. Et quand on voit du côté des éperviers du Togo face à Djibouti 10-0 sur l'ensemble des 2 matchs, est-ce que ça parle beaucoup au Burkina? On fait plus attention à l'équipe du Togo? Et naturellement, vous savez, Togo, Burkina Faso, ces 2 nations sont en pleine naissance au niveau du football féminin. Les années passent, mais ne se ressemblent pas parce qu'il y a un grand pas qui est fait en termes de promotion, surtout aussi en termes de moyens au niveau des différentes administrations. Donc, je pense que il y a la méfiance, mais il y a la confiance aussi parce que tout le monde sait que ça va être un match très attendu. Ouais. Et voilà, psychologiquement, les joueuses sont prêtes. Et voilà, ça commence. C'est vrai que les matchs auront lieu en décembre, si ma mémoire est bonne. En octobre. Voilà, mais déjà en octobre, voilà, si ma mémoire est bonne. Donc déjà, ça commence à travailler et les différentes autorités, surtout la fédération, le coach aussi, ont les yeux rivés vers ces doubles confrontations face aux éperviers. Alors, nous avons 1 minute pour parler de la Coupe du Faso, Stéphane Ouattara. Comme il ne reste pas assez de minutes, est-ce que je vais donner les résultats? Il ne faudrait pas donner uniquement avec les équipes qui sont qualifiées pour les 8e de finale, si vous me permettez. Allez-y. Déjà, il faut dire que voilà, la Soyenga a battu le RCK 1-0, le RCB est passé au tir au but, Majestic a été battu, l'EFO aussi a gagné. Donc, pour les résultats, disons, il faut dire que les 8e de finale vont se jouer le 19 mars. Et l'USFA va affronter l'USO. La SFB défie l'ASO. Vitesse FC affronte le RC Hondé. Duel de match de Ligue 1 entre la Soyenga et l'ASWA de Kamoumalou. Le RCB défie la GEB en 8e de finale. Salitas va en découdre avec le Sporting Cascade. Raimo FC, le leader du championnat, va affronter le club de 2e division Sahel FC.
Et l'étoile filante de Ouagadougou, double champion en titre, ils ont remporté la Coupe du Faso en 2023 et 2024, va affronter le Real du Faso. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, plaisir partagé toujours. Allez, on se retrouve mardi prochain. Merci à toute l'équipe de ce mardi. Mise en onde, Pélagie Mekoum derrière la caméra, Espoir Simfele à la réalisation. Et l'homme à devant, je suis Romo Yetor, Stéphane Ouattara, Burkina Faso, Bani Ibrahima au Mali, Martin Aradio au Niger. Nous avons également Guy Etom au Cameroun, Chris Noubouza en Côte d'Ivoire, sans toutefois oublier Rivette Gansé au Bénin ou encore notre ami Bernard Ajavon au Caire. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi prochain. Tout de suite, le journal de midi avec Joanita Blavotieri. À bientôt.